tu as beaucoup plus de chances d'être athlète de haut niveau si tes parents sont des athlètes de haut niveau. T'as un souvenir de ton premier déclic foot où tu te dis je ne ferai que ça de ma vie? Non, il est venu trop tôt pour que je m'en souvienne. Pour moi, c'est comme si j'étais né comme ça, en fait. J'ai toujours aimé. Les premières images de Kylian Mbappé sur un terrain de football. Il a 4 ans et porte le maillot de l'AS Bondy, le club de sa vie. J'ai tout de suite été piqué parce que, franchement, dans notre famille, on respire tous le foot. Je passe pas une journée sans regarder le foot ou parler de foot. Tout tourne autour du foot, en fait. Qui parmi vous a des résolutions de fin d'année? Dites-moi, qui parmi vous se dit « Ah, je vais perdre des kilos en trop. Ah, je vais prendre du temps pour moi et mes proches. Ah, je vais faire plus de sport. Ah, je vais faire des économies. Ah, je vais manger plus sainement. Ah, je vais faire plus pour l'environnement. » Qui parmi vous a des bonnes résolutions pour la fin de l'année? Qui? Tout le monde. Moi, vous, on a tous des résolutions de fin d'année. C'est humain, c'est normal. Donc, la fin de l'année, c'est généralement la fin d'un cycle et on se dit, OK, je fais le bilan. Là, j'ai déconné. Là, j'ai pas fait assez de sport. J'ai pas fait ceci. OK, on va changer la donne. Et l'année prochaine, je vais faire complètement différemment. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez aux États-Unis. La top résolution des Américains en 2019. Perdre du poids. Regardez là, 71% d'Américains, c'est diet or eat healthier. Ça veut dire régime ou manger sainement. Deuxièmement, plus d'exercice. Troisièmement, perdre du poids. Regardez, 65%, 54%. Vous imaginez, les Américains, ils veulent tous perdre du poids. Pourquoi? Pourquoi ils veulent perdre du poids? Je vais vous expliquer. Comment perdre du poids déjà? Bon, je pense que tout le monde le sait. Il faut bien se nourrir et il faut faire du sport. Yes, c'est pas compliqué. Hein? Pour perdre du poids, tu dois bien te nourrir et tu dois faire du sport. C'est simple. Eh bien, 40% des adultes de plus de 20 ans aux États-Unis, c'est-à-dire 93 millions de personnes, sont obèses. Je répète, 40% des adultes de plus de 20 ans aux États-Unis, c'est-à-dire quasiment 100 millions de personnes, sont obèses. What the wow! Pourquoi? Pourtant, chaque année, alors ça c'est au niveau mondial, le marché de la santé au niveau mondial, ça représente 4 500 milliards de dollars, 2 fois l'économie française. Le marché de la santé au niveau mondial représente 2 fois l'économie française. Est-ce que vous le saviez ça? C'est un truc de dingue. C'est 2 fois l'économie française. Et donc ici, vous voyez, les soins personnels, beauté, anti-âge, 1000 milliards de dollars. L'activité physique, sport, etc., 828 milliards de dollars. L'alimentation saine, nutrition, perte de poids, 700 milliards de dollars. Conditionnement physique et mental, 600 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. C'est la plus grosse industrie. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire 4500 milliards de dollars. Et alors, pourquoi les gens, parce que c'est ça ce qui est dingue, attention, on paye des fortunes, je reviens, il y a 40% des adultes américains qui sont obèses. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, on est d'accord ou pas? Tu as des fortunes qui sont dépensées dans la santé, la perte de poids, l'alimentation, etc. Et pourtant, tu as 40% des personnes de plus de 20 ans aux États-Unis qui sont obèses. Quasiment 100 millions de personnes qui sont obèses. On a décortiqué les infos. Alors là, j'ai pris la France, mais c'est la même chose aux États-Unis. Il y a 2 facteurs qui déterminent l'obésité. L'obésité, elle touche beaucoup plus certaines catégories de la population. Faible revenu, les personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, et faible niveau d'études. 2 critères. Et vous voyez ici, là, c'est les personnes qui gagnent moins de 900 €. Il y a 25% d'obèses en 2012. Je pense qu'en 2020, il y en a beaucoup plus. 25% d'obèses dans la population des personnes qui gagnent moins de 900 €. Par contre, quand les personnes gagnent plus de 5 300 €, il n'y a plus que 7%.
Étonnant hein, comme phénomène. Et on retrouve la même chose avec le niveau d'études. Plus tu fais d'études, moins tu as de chances d'être obèse et inversement. Et donc, ça, moi, ça m'a scotché. Je pense que ça va vous scotcher également. Le docteur Georges Bray, c'est un spécialiste de l'obésité. Et il a dit la chose suivante. Il a dit l'obésité n'est pas une maladie liée à la volonté, mais aux gènes et à l'environnement. Waouh! Je vais vous expliquer. Tu peux être le plus motivé au monde. Tu peux avoir une volonté de dingue. Mais si tu es dans le mauvais environnement et tu as les mauvais gènes, tu ne vas pas maigrir. Tu vas rester gros ou obèse. Par contre, si tu es dans le bon environnement, les choses changent. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris énormément de choses. Jim Rohn, qui était l'ancien mentor de Tony Robbins, a dit la chose suivante. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, ton entourage a une grande importance sur tes résultats. Et donc, prenons le cas de Donald Trump. Il y en a parmi vous qui l'aiment, d'autres qui ne l'aiment pas. Mais Donald Trump, il s'est enrichi grâce à l'immobilier. Et son papa, il a fait fortune dans quel domaine? Dans l'immobilier. Vous savez, le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas. C'est une question de génétique, d'hérédité, et j'y crois fortement. À 49 ans, l'extravagant Donald est en effet reparti à la conquête de New York. Et son nouveau joujou, c'est une tour de 52 étages de 600 millions de dollars, 3 milliards de francs. Peut-on dire que vous êtes redevenu le prince de New York? C'est pour ça que vous m'interviewez, non? Sinon, vous ne seriez pas là. En fait, je ne me suis jamais considéré comme le prince de New York. On dit que je suis à nouveau. Ce que je sais, c'est que je fais du bon travail. Mais alors, qui êtes-vous? Je suis Mr. Trump. On a un autre exemple vraiment marquant. Les enfants de sportifs de haut niveau sont-ils vraiment de la graine de champion? Un tiers des athlètes français aux Jeux Olympiques étaient fils d'athlètes de haut niveau. Question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que un tiers de la population française, ce sont des athlètes de haut niveau? Non. Ce n'est pas 33% de la population française qui sont des athlètes. Pourtant, là, on a un tiers des athlètes français qui étaient fils d'athlètes de haut niveau. Pourquoi? Tu as beaucoup plus de chances d'être athlète de haut niveau si tes parents sont des athlètes de haut niveau. Yannick Noah, pour le citer, son père était sportif et son fils est sportif. Votre père est un ancien professionnel de football, il connaît bien donc le sport de haut niveau. Vous pensez que cela a servi à votre éclosion? Oui, effectivement, mon père ayant joué au football durant 5 ou 6 saisons, ayant fait une carrière professionnelle, je pense que cela m'a beaucoup aidé dans la façon de me préparer pour des matchs et m'a un peu donné cette envie de gagner qu'il a eu lorsqu'il a été joueur de football. Champion de père en fils dans la famille Noah, on connaissait Yannick, et bien voici Joachim, le fils aîné, il a 21 ans, il mesure 2,09 m et il fait des étincelles en basket. C'est grâce à ce genre de petits détails que Joachim Noah commence à se faire un prénom. Cette nuit sur les parquets de basket américains, le fils de Yannick s'est encore illustré dans le plus prestigieux championnat universitaire. On est d'accord? Ça se transmet. Tu as des parents sportifs, tu as de grandes chances de devenir sportif et d'avoir des enfants sportifs. Si tes parents ne sont pas sportifs, tu as de faibles chances de devenir sportif, etc. Mbappé, son papa sportif de haut niveau, sa maman sportive de haut niveau. Que ce soit mon père ou mon frère, c'est des gens qui m'ont toujours accompagné. C'est des personnes sans qui, quand elles ne sont pas là ou que je n'ai pas toujours au téléphone, je suis en manque de repères. Là, cet exemple, il est génial. Polytechnique. Polytechnique, c'est l'école la plus prestigieuse pour devenir ingénieur en France. C'est l'une des meilleures au monde. Et là, on voit la chose suivante. On voit que la population française, elle est constituée à 29% de filles et de fils d'ouvriers. Donc, vous voyez ici, les ouvriers, 29%. Les fils et les filles d'ouvriers représentent 29% de la catégorie des 18-23 ans. Normalement, quand tu fais partie des 30%, normalement, on devrait avoir à la fin 30%. Non,
1%. Ils représentent 1% des admis à Polytechnique, alors qu'ils représentent un tiers de la population française dans cette catégorie d'âge. Et on va aller plus loin dans le raisonnement. La moitié des admis à Polytechnique, ils viennent de 2 lycées, Louis-le-Grand et Sainte-Geneviève. 2 lycées. C'est-à-dire que tous les autres vont apporter 50%, mais il y a 2 lycées qui produisent 50% des admis à Polytechnique. Parallèlement au baccalauréat, s'est ouvert la saison des concours aux grandes écoles. Certains jeunes, très doués, très travailleurs aussi, n'hésitent pas à passer plusieurs de ces examens pour entrer dans l'école la plus prestigieuse. Élise joue aujourd'hui son avenir. À 19 ans, elle passe le concours de Polytechnique. Elle s'apprête à plancher 4 heures sur la discipline reine, les mathématiques. Pour en arriver là, Élise a suivi 2 années de classe préparatoire, maths sup et maths p au lycée Louis-le-Grand à Paris, où un étudiant sur 3 intègre l'IX. Et donc, la conclusion, elle est très simple. Si tu es ouvrier ou fils d'ouvrier et qu'en plus, tu ne fais pas Louis-le-Grand ou Sainte-Geneviève, tes chances de réussir sont de 0. Et on voit encore une fois, à travers ces exemples, j'ai pris le sport, le monde des affaires et les études. Et on voit à chaque fois l'importance de l'environnement. Regardez ici, cadres et professions intellectuelles représentent 17% de la population, mais 81% des admis. Vous imaginez, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils représentent que 20%, une personne sur 5, 17,5%. Mais par contre, quasiment la grande majorité des admis sont fils de cadres et de professions intellectuelles. Et je vous ai dit, quand j'ai passé l'agrégation, j'ai posé la question aux personnes qui avaient réussi le concours avec moi. Et en fait, tous étaient fils d'agrégés, ou ils avaient des parents professeurs d'université. Et en fait, ils avaient tous baigné dans le même univers. Et donc, encore une fois, on voit l'importance de l'environnement. Donc, pour réussir, vous devez évoluer dans le bon environnement, immersion totale. Et pour cela, côtoyer de près les gens qui ont réalisé les résultats que vous voulez désirer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Merci Lydia. Ben, clairement, il y a des exemples concrets. Et donc là, est-ce que vous comprenez que pour devenir libre financièrement, il faut évoluer dans quel environnement? Pour devenir libre financièrement, il faut évoluer dans un milieu où tout le monde est fauché, où tout le monde déteste l'argent, où tout le monde te dit l'argent c'est mal, tu dois pas gagner d'argent, tu dois pas devenir libre financièrement, où tu dois évoluer dans un milieu où les gens pensent comme toi, où les gens veulent s'en sortir, où les gens veulent réussir. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux évoluer dans le bon environnement. On est d'accord? Il vaut mieux évoluer dans le bon environnement.